On va passer maintenant à un autre projet qui est aussi passionnant, qui est un collectif où on retrouve Air Liquide, Airbus et beaucoup d'autres, qui s'appelle Euro2Moon. Et pour nous parler de ce projet Euro2Moon, on a Clarisse Angelier. Oui, nous avons réussi à avoir Clarisse Angelier, déléguée générale de l'ANRT, et Eugenio Ferrero d'Airbus. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre accueil, merci Christophe, c'est un plaisir. Donc je vais d'abord m'exprimer très rapidement au nom de l'ANRT, l'Association nationale de la recherche et de la technologie, qui rassemble 75% de l'effort de R&D française, tout le corps académique body, enfin tout le corps académique et un large panel d'entreprises, dont Bouygues et la moitié du CAC. Et dès 2019, nous avons souhaité nous intéresser à la question du spatial lunaire. Et nos travaux sont présidés par Claudie, que je remercie beaucoup. Et c'est d'ailleurs parce que je l'avais entendu parler du Moon Village Concept que j'ai été la rencontrer et lui dire la NRT se met au service de cette idée. Alors on a été bien servi quand même par le président Trump qui en mars 2019 a dit l'Amérique retourne sur la Lune. Et là, on s'est convaincu qu'il fallait créer une équipe France qui réunisse les acteurs du spatial, mais surtout du non-spatial, parce que ça concerne tout le monde. Et puis, progressivement, on s'est dit qu'il fallait que ça concerne une équipe européenne. Et avec d'autres, on a beaucoup poussé à ce que la Maison Europe s'empare de ce sujet. Alors, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une double complexité. D'une part, la question spatiale des années 1960, 70, 80, donc du XXe siècle, comme disait Claudie, c'était quand même la bipolarisation entre les États-Unis et l'URSS. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un schéma où c'est les Américains et les Chinois, même s'il y a d'autres acteurs. Donc il est indispensable que la Maison Europe fasse valoir sa pensée de l'accès à l'espace et que cette sortie extraterrestre sur la Lune de l'humain se fasse au bénéfice du futur de l'humanité et non pas selon des considérations qui pourraient ne pas être propices au bien commun qu'est la Lune. Et puis il y a un deuxième enjeu, c'est qu'il y a des ambitions scientifiques, technologiques, économiques, de souveraineté, de défense aussi. Et là aussi, il nous paraît extrêmement important que la Maison Europe ait son mot à dire et participe à la gouvernance de ce nouvel, j'allais dire, Eldorado. Et alors, c'est tout naturellement que la NRT, aux côtés d'Airbus, Air Liquide, eSpace, ESIC, Spartan, l'OCEA, Arthur the Little, a souhaité que se monte cette association Euro2Moon, qui a dans son ADN la philosophie d'une certaine soutenabilité. Et je mets l'humanité, enfin la volonté de préserver le bien commun de l'humanité dans cette sustainability concept. Et Eugenio, je vous laisse la parole. Merci. Donc Euro2Moon a été créé et initié il y a 2 ans, aujourd'hui, avec les partenaires que vous venez de présenter. Donc le constat est le suivant, c'est en fait aujourd'hui, depuis 2 décennies, dans le spatial, ça bouge pas mal, surtout ces dernières années, mais ça a commencé, je dirais, avec l'avènement et le besoin toujours croissant d'utilisation de données de plus en plus importantes, l'avènement de nouveaux acteurs qui ont amené des ruptures technologiques importantes et qui ont permis de réduire les coûts de lancement, comme ça a été dit ce matin, de manière très importante aussi. Donc là, on pense à SpaceX et avec la capacité de réutiliser des lanceurs. Donc tout ça, ça a pas mal bouleversé, je dirais, le landerneau spatial. Et puis tout ça, ça permet aussi l'avènement de nouvelles constellations. Donc avec la multiplication d'objets en orbite, donc on s'intéresse beaucoup, je dirais, aux aspects soutenabilité et durabilité sur Terre. Et il faut aussi qu'on commence à s'en occuper sur les activités spatiales. Et c'est un petit peu l'objet, je dirais, de ce groupement, de cette association. Donc aujourd'hui, et plus particulièrement sur les activités spatiales qui vont concerner l'exploration lunaire, parce que l'exploration lunaire aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Donc dans les années 60, les plus anciens d'entre nous ont connu ça avec la course à la Lune entre les Russes et les Américains. On sait qui a gagné. Aujourd'hui, c'est reparti de plus belle entre les Américains et les Chinois. Et donc avec des objectifs, et je dirais vraiment une compétition très féroce entre eux. Donc là, il y a un bipolarisme clair.
Donc soit en tant qu'Européens, on les regarde se battre et on compte les points, et éventuellement on aura quelques miettes à la fin, ou alors on essaie de proposer quelque chose, de structurer une démarche dans laquelle en fait on positionne l'industrie européenne comme partenaire majeur, comme partenaire clé, je dirais, pour définir et pour faire partie, je dirais, de cette problématique, en ayant en tête aussi, je dirais, au-delà, je dirais, de la pure compétition, je dirais, ces aspects collaboration internationale et aussi durabilité des opérations spatiales à large. Donc, si on regarde très, très brièvement à quoi ressemble une feuille de route, je dirais, d'implémentation d'un équipage sur la Lune. Donc ça, je dirais, c'est un petit peu le schéma du programme Artemis américain, mais je dirais les Chinois suivent à peu près le même chemin. Hein. Donc évidemment, ça commence par du transport vers la Lune. Donc ça a commencé déjà avec la première mission, avec le premier vol Artemis qui était sans équipage au mois de novembre dernier, et donc le deuxième avec l'équipage qui a été montré tout à l'heure par Claudie, qui volera en 2024, on va dire, ou 2025. Donc c'est cette capacité de transport, premièrement. Ensuite, capacité d'alunissage, et là on va retrouver notre ami Elon Musk avec SpaceX, qui est en charge a priori d'assurer le premier alunissage de la mission Artemis sur la mission numéro 3. Donc là, ce sera, je dirais, l'Apollo 11 mis à jour au XXIe siècle. Ensuite, il y aura des besoins de mobilité, donc on l'a déjà dit, hein, mobilité avec des capacités de se mouvoir sur la Lune avec des rovers. Évidemment, une problématique de gestion de puissance, de gestion d'énergie. Donc, la problématique qu'on a sur Terre, on l'aura aussi sur la Lune dès qu'on voudra, je dirais, mener des opérations qui durent un peu plus de quelques heures. Des relais de communication, bien entendu, nécessaires pour avoir des communications en permanence avec la Terre. Et là, si on veut s'implanter de manière durable sur la Lune, il faudra construire des infrastructures. Donc là, ça parlera à quelques-uns d'entre vous. Et donc là, c'est là où on pense que l'utilisation des ressources qu'on va trouver sur place peut être aussi un déclencheur, je dirais un enabler important pour permettre justement d'atteindre non pas le Graal, mais je dirais une étape importante dans cette volonté, dans cette ambition d'exploration lunaire, qui est d'être capable de maintenir un équipage sur place avec un habitat de longue durée sur la surface lunaire. Donc, je dirais très, très brièvement, hein, on a un certain nombre d'assets européens qu'on a développés durant ces dernières décennies. Aujourd'hui, encore une fois, ce qu'on veut, c'est structurer l'apport de cet héritage européen via différentes chaînes de valeur. Donc, il y a une chaîne de valeur qui est l'exploitation du régolithe. Donc, le régolithe, en gros, c'est la poussière qu'on trouve tout autour sur le sol lunaire, et je dirais de manière à peu près homogène sur l'ensemble de la surface. Il y a une autre chaîne de valeur, en fait, qui est d'exploiter de l'eau qui existe au pôle de la Lune, qu'on a identifié au pôle de la Lune, et donc d'extraire cette eau sous forme de glace, encore une fois, d'alimenter une deuxième chaîne de valeur. Pour encore une fois aider pour alimenter le support vie, pour alimenter aussi éventuellement des chaînes de production d'ergols qui vont servir justement à ces véhicules qui vont venir sur la Lune et qui vont repartir pour des missions soit de retour vers la Terre, soit dans l'environnement cislunaire pour mener tout un tas d'opérations, et notamment pour alimenter une station cislunaire aussi qui va voir le jour sous impulsion aujourd'hui des États-Unis, donc ce qu'on appelle le Lunar Gateway. Et donc tout ça, je dirais, ce sont des éléments où les Européens, on leur voit au chapitre. Donc si on le structure correctement, on aura des éléments importants à fournir. Autrement, je dirais, on sera appelé au cas par cas, soit par les Américains, soit par d'autres. Et donc ce sera moins intéressant d'un point de vue stratégie d'ensemble. Donc encore une fois, l'idée, c'est de nous positionner de manière favorable pour développer ces capacités et cette durabilité dans l'espace dans le contexte ici présent de l'exploration lunaire. Donc c'est de bâtir tout d'abord un écosystème industriel européen. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire avec le premier groupe que vous avez vu, mais ce groupe, il a vocation à s'élargir avec des acteurs du spatial, du non spatial, des industriels, des gros, des petits, hein, vous l'avez vu, des industriels, mais pas seulement, et aussi des académiques pour nous aider. Et tout ça, ce qu'on veut, in fine, hein, c'est arriver à proposer une proposition de valeur, hein,
européenne qui couvre l'ensemble des valeurs avec des chaînes de valeur, ce qui aujourd'hui on ne couvre pas encore complètement. Donc c'est là où il faut encore qu'on progresse. Donc deuxièmement, c'est cette plateforme d'échange à créer pour initier, pour développer et pour finaliser ces feuilles de route au niveau européen pour nous aider à développer tout ça, avec un certain nombre de démonstrateurs qui font partie de cette feuille de route. Et bien entendu, derrière, c'est de déclencher, c'est de motiver, je dirais, nos clients principaux que sont les institutionnels européens pour nous aider et pour supporter la démarche, bien entendu. Donc là, comme j'ai très peu de temps, j'ai 4 secondes, donc je ne vais pas vous détailler cette chaîne de valeur. Donc c'est là où ça devient intéressant. Donc en fait, c'est simplement, une fois qu'on récolte le régolithe, qu'on le collecte, c'est comment est-ce qu'on le transforme. Donc là, en fait, on a des procédés qui permettent d'en extraire de l'oxygène. Donc ça, cet oxygène, il va permettre d'alimenter le support vie des astronautes sur place. Et je dirais avec les métaux résiduels, une fois à l'issue de ce processus de réduction de ces métaux, en fait, on va être capable, je dirais, de fabriquer des pièces par fabrication additive avec de l'impression 3D assez classique. Et je dirais, une fois qu'on a ces pièces, après on pourra les assembler pour créer des structures et des infrastructures pérennes sur le sol lunaire. Donc ça peut aussi en intéresser parmi vous. Et la chaîne du dessus, donc je l'ai déjà évoqué, c'est la chaîne de production d'Ergol. Donc ça, c'est le type station-service, entre guillemets, sur la Lune. Donc, si vous pensez que vous avez des choses à apporter dans ce groupement, n'hésitez pas. Si vous partagez cette vision et cette démarche, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On sera ravis d'en discuter avec vous. Merci. Merci beaucoup, Eugenio. Merci Clarisse. Quelques questions dans la salle. Peut-être moi j'en ai une. Alors le régolithe, comment on transforme le régolithe pour avoir de l'oxygène, de l'hydrogène et de l'eau? Alors en fait, le régolithe, alors d'une part du régolithe, on en a ramené, les Américains en ont ramené, les Russes en ont ramené un petit peu, les Chinois aussi, donc on sait un petit peu à quoi ça ressemble. Nous, on a travaillé avec du régolithe simulé, ce qu'on appelle du régolithe simulé, parce que c'est un peu moins, c'est plus accessible en termes de coût. Et en fait, nous, alors chez Airbus, on a mis au point un petit démonstrateur, donc à échelle très réduite. Et à partir de ce régolithe simulé, en fait, on a extrait quelques, alors il faut être modeste aujourd'hui, quelques grammes d'oxygène, donc avec des procédés électrochimiques qu'on connaît en fait dans l'industrie manufacturière terrestre, qui consiste en fait à faire de l'électrolyse sur la base de sel fondu, et en fait on extrait de l'oxygène, et puis après les résidus métalliques, on peut les utiliser pour autre chose. Donc en fait ce sont des processus qu'on connaît sur Terre. Après l'enjeu c'est d'arriver à les transposer sur la Lune avec des niveaux, des niveaux je dirais de consommation énergétique qu'il faut arriver à maîtriser, parce que je dirais sur la Lune, aujourd'hui, il n'y a pas de production d'énergie. Donc ça, c'est une thématique bien entendu importante. Au niveau thermique aussi, il faut essayer d'éviter dans les températures trop élevées. Mais aujourd'hui, ce sont des processus qu'on connaît. Donc chez Airbus, on a développé un petit démonstrateur, donc on continue à avancer là-dessus. Mais on n'est pas les seuls, y compris en Europe. On a aussi des compétiteurs, clairement, sur cette activité-là. Merci. Une autre question peut-être dans la salle? Sinon, merci beaucoup. On va passer maintenant à la table ronde.